Pourquoi? Ah, ça, c'est une question intéressante. Ça, c'est intéressant. Bon, je vais vous donner, là, parce que il y a trop de matériel. Ils disent que la raison pour laquelle c'est dans la nature de l'esprit est unique, c'est parce que l'esprit n'a pas d'origine. Puis comme il n'y a pas d'origine, il n'y a aucune réflexion dans le temps. Puis comme il n'y a pas de réflexion dans le temps, ils disent l'esprit ne peut pas reproduire sa propre vibration. Autrement dit, de l'esprit, ça se clone pas. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'origine, qu'on soit tous selon une origine, si l'esprit n'a pas d'origine? L'esprit, ça n'a pas d'origine. Le concept d'origine, c'est un concept psychologique qui force l'homme à définir sa relation avec le temps dans un continuum limité pour pouvoir psychologiquement se créer des assises stables afin de pouvoir protéger son ego contre des mouvements éternels. On ne serait pas capable de traiter avec ça. On a des limites psychologiques, puis on a des limites psychiques, puis on a des limites vibratoires pour contempler la réalité. Ces limites-là font partie de notre incapacité technique de pouvoir comprendre absolument ce qu'on appelle le divin. Donc, les philosophies et les religions ont comblé le manque. C'est très bien dit. Les philosophies et les religions ont comblé le manque d'esprit en donnant à l'homme une prérogative spirituelle qui lui permettait de réfléchir sur ces absolus-là sans en être victimé. C'est pour ça qu'à un certain moment donné, dans l'évolution, c'est pour ça que le concept de l'évolution puis de l'évolution qui a été développé à partir de 69 est très important parce que à partir du moment où l'homme commence à entrer dans ce qu'on appelle l'évolution, c'est-à-dire la capacité de comprendre le mystère de l'âme, ou les mystères à tous les niveaux, il devient nécessaire pour le mortel, d'en arriver éventuellement à remplacer la cognition par la précognition. La cognition étant basée sur la réflexion analytique avancée, par la précognition qui est basée sur le mouvement instantané d'une intelligence vers une intelligence plus limitée, donc le mortel, dans la mesure où le mortel est capable d'absorber le phénomène d'habitation. Ce qui va séparer l'Homo sapiens, de l'évolution avec l'homme universel de demain, ça va être la capacité de ce dernier de rencontrer son absolu dans une forme relationnelle, d'esprit à esprit, sans nécessairement être dominé par lui par des formes de magnitude, dont le divin en est une. Parce qu'une fois que l'homme va avoir éliminé de sa conscience réflexive la grande magnitude conceptuelle du divin, il va pouvoir supporter les grands avantages d'une télépathie universelle, c'est-à-dire les grands avantages d'une information ou d'un processus informationnel qui va le diriger ou qui va diriger son esprit à la conquête des mondes. Quand je parle de la conquête des mondes, je parle autant de la conquête du monde astral, qui est une conquête du monde de la mort, à la conquête du monde mental, qui, au niveau physique expérientiel, représente le plan éthérique. Parce que la conquête des mondes fait partie de l'évolution aussi. Nous autres, n'oubliez pas une chose, qu'on a une vie de 90 ans, 80 ans, 50 ans. Donc, on a une vie matérielle extrêmement limitée. Mais on a une vie cosmique universelle très vaste. Puis éventuellement, il faut qu'il y ait un équilibre entre la vie matérielle et la vie systémique. Et cet équilibre-là ne peut être fait que qu'au niveau du développement d'une causalité entre celui qui pense et celui qui reçoit la pensée.
Quand l'homme va réussir ça, puis c'est ce qui fait partie de l'évolution, c'est ce qui fait partie de ce qu'on appelle la conscience supplémentaire, tous les mots qu'on peut donner là, à des étapes ultérieures de l'évolution humaine, l'homme ne fera plus partie de la conscience de la race, dans le sens que l'homme ne fera plus partie de la conscience de l'humanité. Il va être là en tant que corporalité, mais au niveau psychique, il va être indépendant de ce que pensent les hommes, parce qu'il va être alimenté psychiquement par des niveaux d'intelligence qui font partie de sa multidimensionnalité. Donc à ce moment-là, l'homme va être libre, dans le sens qu'il va pouvoir interpréter le phénomène cosmique aux échelles qu'il veut, que ce soit la religion, la philosophie, la science, la matière, l'atome, ainsi de suite, la génétique, n'importe quoi, mais il ne sera pas prisonnier des concepts. Le seul problème que je reproche à l'Homo sapiens, c'est d'être prisonnier des concepts. Et la raison pour laquelle l'Homo sapiens est prisonnier des concepts, c'est parce que l'Homo sapiens fait partie de la conscience évolutive. Mais à partir du moment où l'Homo sapiens cesse de faire partie de la conscience évolutive, il passe de la conscience cognitive à une conscience précognitive, et à ce moment-là, c'est très, très facile de comprendre les mystères, parce que, qu'est-ce que c'est un mystère? Si on fait une lecture, un mystère, c'est plusieurs choses. Premièrement, un mystère, c'est la limite d'une réflexion. Aussitôt que tu vis la limite d'une réflexion, c'est un mystère. Si tu prends, par exemple, les Espagnols au 15e siècle, qui contemplaient, par exemple, traverser l'Atlantique pour arriver quelque part, bon ben, à partir du moment où ces gens-là ne pouvaient pas concevoir que la Terre était ronde, et ils pouvaient s'imaginer que la Terre était plate, puis quand tu arrives au bout, puis tu tombais dans un creux, bon ben, ils arrivaient à la limite d'une réflexion. Donc, le mystère, c'est toujours la limite d'une réflexion. Quand j'étais en France, j'ai rencontré un philosophe français qui s'intéressait beaucoup à Théodore de Chardin. Puis il était très, très fasciné par le concept de la noosphère, de Théodore de Chardin. Puis le concept de la noosphère de Chardin, c'est un concept qui est merveilleux parce que ça permet aux philosophes, ça permet à l'esprit religieux ou à l'esprit spirituel de je pourrais appeler ça, cosmologiser la genèse humaine. De donner à la genèse humaine une dimension cosmique. Mais le problème avec la noosphère, c'est que ça empêche le philosophe ou le penseur de décrire la relation entre l'homme et l'esprit, et ça l'amène forcément, à cause de l'architecture mentale et de la façon dont l'homme pense, à toujours se créer une dimensionnalité qui apparaît, qui est pseudo-scientifique dans le cas de la noosphère de Chardin, mais qui est utile, puis qui a chatouillé l'Église, pour donner à l'homme un plus grand élan, une plus grande plateforme, pour pouvoir mettre le doigt sur le concept de Dieu. Mais il va falloir un jour que l'homme, dans son évolution, prescrive ou se prescrive à lui-même, par lui-même, en fonction de sa relation avec des facultés précognitives, prescrive comment on établit que Dieu doit ou ne doit pas exister. Faut que ça vienne de l'homme. Faut que ça vienne de l'homme de prescrire si Dieu devrait exister ou si Dieu ne devrait pas exister. Pour le confort de l'âme, pour le confort de l'esprit, ou simplement pour le saisissement de la dimensionnalité structurelle, politique de ce qu'on appelle les mystères. Quand l'homme va être capable de faire ça, l'homme va pouvoir établir des magnitudes hiérarchiques de commande. Mais une magnitude hiérarchique de commande, ça peut se faire à bien des niveaux. Ça peut se faire au niveau de la génétique, ça peut se faire au niveau de l'atome, ça peut se faire au niveau de l'intelligence, ça peut se faire au niveau des personnalités universelles, ça peut se faire au niveau de n'importe quoi ou de n'importe quel mécanisme qui commande à des états inférieurs. Donc, quand tu as quelque chose qui commande à un état inférieur, à ce moment-là, tu as une magnitude de commande. Même le phénomène pavlovien, c'est une magnitude de commande. Tu sonnes une cloche,
le chien vient puis il prend son affaire. C'est une magnitude de commande. Bon, tu peux faire la même chose au niveau universel. Tu peux établir des magnitudes de commande. Mais les magnitudes de commande que tu peux établir sont plus vastes dans la mesure où la raison de ta science, je ne parle pas de la science rationnelle, je parle dans la mesure où la raison de ta science est basée sur la précognition au lieu de la cognition. Puis ça, c'est le grand avantage de la conscience supramentale, puis c'est la grande définition qui va séparer l'homo sapiens réflectif de l'évolution et l'homme créatif supérieur de l'évolution. Parce que l'homme supérieur créatif d'évolution va pouvoir finalement établir des magnitudes de commande, alors au lieu d'être commandé de recevoir des magnitudes. Pendant l'évolution, on a été commandé de recevoir, d'accepter des magnitudes. Ça a commencé avec les pharaons, les juifs, et ainsi de suite. Des magnitudes, c'est des façons de contempler l'infinité à partir d'une faculté de saisissement qui est sous la gouvernance de l'homme, au lieu d'être sous la gouvernance des religions ou des systèmes qui sont reliés à la mémoire de la race et qui ont créé pendant l'évolution pour des raisons extrêmement nécessaires, ce qu'on appelle les religions. Il va falloir qu'un jour, l'homme se libère des religions, parce que les religions font partie des nécessités évolutives de l'évolution. Dans l'évolution, il n'y en aurait plus de religion. Il va y avoir simplement des sciences extrêmement occultes, permettant à l'homme de convertir des magnitudes d'un foyer à un autre. Exemple. Bon. Si on regarde, par exemple, la définition d'un homme, ou de l'homme, ou du phénomène humain à partir du plan mental, on peut donner différentes magnitudes. Je vous en donne un exemple. À partir du plan mental, l'homme est simplement une accumulation de pensées. À partir du plan mental, l'homme est simplement une accumulation de pensées. Enlève le phénomène de la pensée chez l'homme, à ce moment-là, l'homme n'existe plus, il descend en magnitude et il devient animal. OK? On est capable, ça saisit ça. Une autre magnitude à partir du mental, c'est que l'homme est inconsistant avec sa réalité. Ça veut dire que l'homme n'est pas capable, en tant qu'être réflectif, de saisir sa propre mesure. N'étant pas capable de saisir sa propre mesure, il n'y a pas d'identité. Donc, il est en dessous de sa magnitude réelle. Si l'homme en arrive éventuellement un jour à évoluer en tant qu'individu, ce qui va se produire naturellement, l'homme va en arriver à pouvoir équilibrer le différentiel entre sa conscience universelle et sa conscience matérielle, entre le mortel et l'ajusteur de pensée. Ça veut dire quoi, ça? Équilibrer ce différentiel-là. Ça veut dire que l'homme psychiquement ne mourra plus. Physiquement, il va mourir. Mais psychiquement, il ne mourra plus. Ça veut dire que l'homme, en sortant de son corps matériel, il va aller en conscience astrale, il n'ira pas en conscience astrale, il va aller en conscience morontielle. Là, tu vas dire, mais c'est quoi la dimensionnalité du monde morontiel? C'est quoi le monde morontiel? L'homme, en conscience précognitive, avec le temps, va en arriver à devenir tellement perfectionné au niveau de sa télépathie qu'il n'aurait plus besoin de penser pour évaluer le réel. Il va simplement l'établir. Boum, 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 boum. Quand l'homme va faire ça, à ce moment-là, il va accéder à ce qu'on appelle une conscience parfaite, c'est-à-dire une conscience qui n'a pas besoin de s'incarner pour pouvoir éprouver le plaisir de l'absolu. Alors, quand l'homme n'a pas besoin de s'incarner pour éprouver le pouvoir de l'absolu, il va être automatiquement projeté en dehors de ce qu'on appelle le monde astral. Donc, la grande joie spirituelle n'existera plus dans la configuration psychique de son moi décorporalisé. Mais l'homme va en arriver au niveau psychique, au niveau morontiel, à pouvoir transformer cette grande joie spirituelle-là dans une dynamique créative qui est inconcevable aujourd'hui. Autrement dit, c'est comme si l'homme sera capable, sur le plan morontiel, de concevoir n'importe quoi, puis ça va se matérialiser.
Et ça va permettre à l'homme de créer des nouveaux mondes, de créer des nouveaux principes, créer des nouvelles façons d'établir le relationnel entre des plans supérieurs et des plans inférieurs. Ça va permettre à l'homme de créer des grandes magnitudes qui existent même pas aujourd'hui, même dans les archives universelles. C'est pour ça que l'homme est unique. C'était pas ça la question qu'on me demandait au début de tout ce blablabla tout à l'heure? C'est pourquoi l'homme est unique. L'homme est unique à cause de ça. Mais l'homme ne le réalise pas parce qu'il n'est pas capable de créer par lui-même. Il n'est pas suffisamment psychiquement fonctionnel pour lâcher, pour larguer la grande habitude de l'évolution qui a été la réflexion et pour passer à une conscience totalement précognitive. C'est pour ça, souvent, moi, je vais dire, moi, je sais rien. Je suis totalement ignorant. Je sais rien. Par contre, si je trouve la champlure, ben là, je peux accéder à tout tas de choses. Fait quoi? En tant qu'être réflectif, je suis réellement nul. Parce que je suis pas capable de penser. Mais en tant qu'être créatif, là, je suis très, très fonctionnel. Puis je suis capable de créer des magnitudes selon le besoin de la cause. Tu crées pas des magnitudes pour rien. Tu crées pas des magnitudes pour t'impressionner ou impressionner le monde. Ça fait partie de ta capacité créative, puis ça fait toujours partie aussi de ta relativité, ton relationnel avec ta source, ainsi de suite. Moi, je peux pas savoir ce que j'ai pas besoin de savoir. Je peux savoir simplement ce que j'ai besoin de savoir, ou ce que vous autres, vous avez besoin de savoir parce qu'on est en relation. Comme ça, un petit peu, sans ça, tu te brûles. Tu deviens, tu capotes. Bon. Fait que c'est intelligent d'intelligent. C'est bien équilibré. Ça répond à votre question un petit peu? Est-ce que l'unicité de l'esprit ne se manifeste seulement qu'à travers là? Oh, ça, c'est intéressant. Il dit, l'unicité de l'esprit se manifeste à travers l'homme parce que l'homme est le seul à ne pas le savoir. La raison pour laquelle nous autres, l'unicité de l'esprit, c'est si important, c'est parce qu'on ne le sait pas. Mais une fois qu'on le sait, on s'en occupe. Tu peux pas, si tu as une certaine conscience, tu peux pas trop être dans ce que j'appellerais la contemplation mentale de l'unicité de l'esprit. Sans ça, tes corps sont très, très fragiles, ils se fragilisent par la vibration, tu pleures, l'amour universel est trop vaste, le lien universel est trop grand, trop peu. T'es pas capable de vivre, t'es pas capable de vivre dans la contemplation de l'unicité de l'esprit. Des fois, tu es obligé de le vivre pour pouvoir mettre en vibration tes corps pour que l'humanité le voie ou en sente une réverbération, mais tu peux pas vivre de même. C'est parce qu'on le connaît pas, l'unicité de l'esprit, que c'est à travers l'homme que ça se manifeste le plus. Mais quand l'homme va passer à une conscience supérieure, l'unicité de l'esprit chez lui va se manifester comme un petit peu la capacité presque incompréhensible, mais saisissable, qui est parfaitement créatif et qui est capable de créer à volonté des magnitudes. Si vous me demandiez en tant que personne, puis en tant qu'individu qui a vécu une fusion suffisamment développée pour vivre dans un état de précognition permanent, ou presque, je vous dirais que ce qui est le plus intéressant pour l'homme sur la Terre, c'est de savoir intérieurement, par vibration, qu'il n'y a pas de fin à ce qu'on appelle le savoir. Parce qu'une fois que tu sais par vibration qu'il n'y a pas de fin au savoir, bien à ce moment-là, tu sais que conséquemment, tu peux toujours, dépendant du temps que tu vis ou dépendant du temps que tu parles, puis dépendant de ta capacité d'être en relation avec le mental, tu peux toujours développer des magnitudes pour comprendre le phénomène. Là, vous allez dire, c'est important de comprendre le phénomène humain, la vie, le cosmos, l'origine. C'est important dans la mesure où tu y donnes de l'importance ou dans la mesure où ça sert, dans part de ça, ça sert à rien. Parce que là, tu tombes en compte dans de la réflexion,
tu vas être affecté par des magnitudes qui sont trop grandes, parce que tu es dans des magnitudes inférieures. C'est ça le problème de la réflexion chez l'ego. Le problème pourquoi est-ce que vous pensez, vous rappelez-vous quand vous étiez petit gars, puis que vous disiez, le curé vous disait, bon, ben, si tu fais des péchés, tu vas aller en enfer forever. Ou si t'es bon, tu vas aller au ciel forever. Tu dis, tabarnak, aller au ciel forever, si tu plates. Si tu plates, aller au ciel forever. C'est-tu effrayant à l'enfer forever? On n'était pas capable, quand on était jeune, d'absorber ces magnitudes-là qui, techniquement, étaient des magnitudes infinies. Au niveau de notre petit égo, même aller au ciel, puis c'est le fun, puis c'est beau forever, c'était plate, c'était trop beau, c'était trop le fun. Fait que, être au ciel forever, ben c'était plate, puis être à l'enfer forever, ben c'était abominable. Fait que ça fait partie encore des magnitudes que l'esprit humain n'est pas capable de prendre, parce que ce sont des magnitudes infinies dans le cadre d'une réflexion psychologique. Quand l'homme va passer de l'évolution à l'évolution, il ne traitera plus avec des magnitudes comme ça. Il va, dans le sens réflectif du terme, il va simplement les créer. Moi, j'ai pas de problème avec le mystère. J'ai pas de problème avec des magnitudes, du moment que je pense pas. Vous pouvez me poser n'importe quelle question au niveau des magnitudes, dépendant de votre conscience, puis je vais vous répondre, mais vous allez pas, je vais pas devenir fou en vous répondant. C'est un petit peu ça que je veux dire. Vous pouvez me poser n'importe quoi. Dépendant de votre état mental, je vais vous répondre, mais moi, je ne serai pas affecté par la réponse. Puis en général, je vais vous répondre en fonction de votre état, vous autres, pour pas que vous soyez affectés par ma réponse. Comprends-tu? Ça coupe à moitié, ça donne moins de résultats que vous faisiez indépendamment. Ben, faut traiter. Quand tu parles à l'homme, faut que tu respectes l'homme, faut que tu respectes l'homme. L'homme est à un stage d'évolution. Que tu parles à un juif, tu parles à un arabe, tu parles à un hindou, tu parles à un kété, tu parles à un philosophe français, faut que tu respectes le niveau d'évolution de l'homme. Parce que si tu ne respectes pas le niveau d'évolution de l'homme, tu le mets dans un processus de développement qui est pas capable de saisir tout de suite, puis c'est pas bon. C'est pour ça qu'il y a des livres qui ne devraient pas être lus. Il y a des choses qui sont pas bonnes à savoir, parce que l'homme est dans un processus de réflexion. Si l'homme n'était pas en réflexion, mais il n'y aura pas de problème. Tu comprends? Là, tu peux me dire n'importe quoi, ça ne va jamais m'affecter au niveau mental, parce que je pense pas. Donc, j'ai pas de problème de magnitude. Je suis capable d'écrire, mais j'y réfléchis pas. Tandis que là, lui, il est pas capable d'écrire, ni il réfléchit. Les celles qui réfléchissent, ben, ce sont celles qui font partie de la mémoire de la race, ce qui est dans le codex des religions, ce qui est dans les systèmes, dans les idéologies, ainsi de suite. Fait que, c'est très intéressant, le phénomène des... Oui? C'est quoi est-ce que c'est la fusion qui fait qu'on passe en évolution? Ou... Oubliez ça, la fusion. Fusion, c'est une prise de conscience. Si je le mettais réellement là, dans sa forme la plus simple, c'est le contact télépathique entre l'homme et sa source. Un contact, la prise de conscience, la pensée vient d'ailleurs, surtout ça. Si vous commencez à tomber dans l'affaire de fusion, mais là, vous allez vous créer des formes, vous allez réfléchir en groupe. Oubliez ça, la fusion. Probablement que la fusion, comme dans mon expérience, c'était nécessaire pour que je devienne totalement précognitif, puis qu'il n'y ait pas de réflexion, puis que je puisse faire mon boulot, tu sais. Bon, c'est un side. Ça fait partie de ma vie. C'est mon karma. Bon, question? C'est quoi le but de la conférence? Okay. Quand je parle de l'humilité et de l'évolution, ça fait ça. Quand je parle de quoi? L'évolution, mais ce que je veux savoir, dans le fond, c'est vraiment un âme sœur. Oubliez ça, l'âme sœur. Oubliez ça, l'âme sœur. L'âme sœur, c'est un concept spirituel. Oubliez ça. Il y a des gens qui disent, ah, mais j'ai rencontré mon âme sœur. Et après ça, ça ne marche pas ensemble. Il dit ça, c'était ma cousine peut-être. Oubliez ça. Oubliez ça. Qu'est-ce que vous pensez? À quoi tient votre
rage souvent ou votre haine face à différentes forces, les forces occultes, tout ça. J'ai eu la domination. Ça tient qu'à ça. Où j'ai avoué la domination, mais je suis toujours en lutte contre. Est-ce que tous les gens de l'Alliance voient ça de la même façon? La domination? Ça dépend de niveau d'évolution, mais ça dépend jusqu'à quel point ils ont souffert de l'occulte. Quand tu as bien souffert de l'occulte, comme moi j'ai souffert de l'occulte, parce que quand tu es en fusion, quand tu veux une fusion, c'est comme si tu es obligé de vivre des niveaux de possession tellement avancés, puis en arriver à les briser, puis voir dans le processus les illusions de tout ça. Fait que c'est des souffrances abominables, ça, tu sais. Fait que tu développes des grandes haines contre tout ce qui domine. N'importe quoi qui domine. C'est pour ça que des fois, là, je t'en pamoiseau. Tu sais. C'est un bon permis. Pardon? C'est un bon permis, pareil. Un bon permis? Ben ouais. Bon, ça fait partie de la souffrance de l'homme, ça fait partie de la conscience qui s'éveille, ça fait partie du besoin de l'homme de ne pas être dominé, parce que quand on regarde l'évolution, l'homo sapiens, c'est de la domination totale. Le principe luciférien, c'est de la domination. Et, regardez les religions aujourd'hui, regardez ce qui se passe là, avec les religions, le conflit des religions en Irlande, le monde islamique, c'est abominable. Tu sais. Fait que quand l'homme est dominé de même, là, c'est abominable. C'est abominable. Mais d'un sens, c'est un peu ça la transition. Ah, ben c'est sûr, puis on va écouter, tu sais, c'est sûr, c'est sûr. Individuel. La domination n'est pas réellement vécue ou conçue sur le plan individuel, elle est plutôt conçue sur le plan collectif puis en relation avec la mémoire de la race. Mais l'homme qui va passer de l'évolution à l'évolution, il va l'avoir. Puis il va l'avoir dans des sections de sa vie, il va voir des choses qu'il n'a jamais pensé voir. Il va voir la domination comme étant, qu'est-ce qu'ils disent au niveau de la domination? Quand ils disent la domination, c'est l'absorption de notre lumière. Hey, ça va loin. L'absorption de notre lumière, ça. Par toutes sortes de choses. Fait que, tu sais. Demandez-vous pas pourquoi des fois je bardasse. Mais là, j'essaie de moins bardasser parce qu'il faut que je protège mon cœur. Puis toute la machine physique, là, tu sais. Fait que je suis plus tranquille depuis quelques années. Je bardasse moins. Et des fois, je m'éclate. Quand je bardasse, mais il y a du monde qui se demande ce qui se passe avec lui. Ça, je comprends ça. Fait que j'essaie de moins bardasser. Mais j'ai plus de plaisir à pas bardasser qu'à bardasser. Parce que bardasser, c'est fatigant. C'est dur sur l'organe. Parce que quand tu parles un beau langage philosophique intelligent avec du monde, là, c'est intéressant. Parce que vous autres, vous pensez que c'est moi, là, que c'est moi qui sais tout, les sites, là. Ça marche pas de même. Moi, j'apprends en même temps que vous autres. J'ai parlé des magnitudes tout à l'heure, là. J'ai jamais parlé de ça dans 30 ans. Tu sais? Fait que, j'apprends tout le temps. Des fois, vous allez poser des questions, je dis, ça, c'est intéressant. Quand vous dites c'est intéressant, là, c'est parce que j'apprends quelque chose. C'est pour ça que toutes vos questions, pour nous, sont importantes, sont intéressantes. Des fois, vous allez dire, peut-être vous allez dire, cette question-là est pas bien importante, mais moi, je peux voir l'importance dedans que vous ne voyez pas. Fait que c'est pour ça que des fois, je vais dire, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Il y a du monde qui va me voir et dire, moi, j'ai pas beaucoup de connaissances ésotériques, j'ai pas beaucoup de connaissances occultes. Quand j'écoute le monde autour de moi, c'est comme si je sais rien. Il dit, ça, c'est une grosse erreur. On est tous uniques. On est tous notre propre diapason. Fait que de notre propre diapason, on peut toujours créer une question qui demande une réponse. Puis, je suis capable de vous la donner. Je suis là, je suis fait pour ça. Si on est tous uniques, on a comme tous besoin l'un de l'autre pour évoluer. Il ne dit pas parce que vous êtes unique que vous n'avez pas besoin des autres. Mais, il dit, mais vous avez besoin des autres, mais pas dans le sens d'en être victime. Différent. Relationnel. Mais même si tu es victime, ça peut évoluer. Si tu es victime, tu vas souffrir. Mais ça fait partie de ta condition. Ça fait partie de ton évolution. C'est pas parce que je suis pas Bernard Montréal que j'ai pas besoin de lui. On est tous relationnels. Mais si je suis Bernard Montréal, autrement dit, si je suis intelligent, dans le sens que je devrais l'être, mais je devrais être capable de voir
ces questions, puis dire, ah, ça, c'est intéressant. Là, il apporte quelque chose. Parce que moi, j'ai tendance à fonctionner plutôt de l'universel vers le particulier. Tandis que l'homme va m'amener du particulier à l'universel. Ces deux mouvements-là sont nécessaires pour pouvoir fermer le circuit de l'esprit. Parce que fonctionner au niveau de l'universel tout le temps, c'est plat, trop vaste. Mais l'amener ça au niveau du particulier, c'est le fun. Fait que c'est pour ça que les questions que les gens me posent sont bien, pour moi, sont bien plus intéressantes que les réponses que moi je leur donne. Tu comprends? C'est un petit peu même ça. L'amour de l'esprit tout à l'heure, disant que ça peut nous faire pleurer. Est-ce que l'amour de l'esprit, c'est la même chose que l'intelligence de l'esprit? L'amour de l'esprit, c'est la contrepartie de l'énergie qui utilise le centre émotionnel. Tandis que l'intelligence de l'esprit, c'est la contrepartie de l'énergie qui utilise le centre mental. C'est la seule différence. Est-ce qu'à part ces deux plans-là, il y en a-t-il d'autres? Il y a le plan de la volonté, qui fait encore partie de l'intelligence de l'esprit. Mais la volonté, c'est un plan particulier qui permet à l'intelligence et à l'amour d'être harmonisé. Parce que si de la volonté, c'est comme une équation, ça. De la volonté, c'est de l'intelligence plus de l'amour. De l'amour, c'est de l'intelligence plus de la volonté. Puis de l'intelligence, c'est de la volonté plus de l'amour. C'est trois principes universels. Tu ne peux pas les dissocier. Si tu dissocies ces trois principes-là, autrement dit, s'ils ne font pas partie d'une équation, à ce moment-là, la volonté va devenir dominatrice. Et l'intelligence, automatiquement, va en souffrir, puis l'amour va en souffrir. Si l'amour aussi devient spiritualisé, parce qu'elle n'est pas intelligente, à ce moment-là, l'intelligence dans l'amour, puis la volonté dans l'amour vont diminuer. Autrement dit, dans l'amour, tu vas avoir de la soumission. Puis, si c'est de la soumission dans l'amour, à ce moment-là, tu n'auras pas la capacité de t'objecter à des magnitudes universelles qui dominent, donc au concept de Dieu. Si tu n'as pas l'intelligence, à ce moment-là, ben la volonté va être très petite parce que pour appliquer de la volonté, il faut que tu aies une vaste compréhension du schéma des choses. À ce moment-là, la volonté va être très petite, elle va être très, très personnelle, puis la dimension de l'amour, elle va être inexistante. Fait que tu ne peux pas séparer ces principes-là. C'est ce qu'on appelle la Trinité. La Trinité, c'est l'amour, l'intelligence et la volonté. Ça n'a rien à faire avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Faut oublier ça. D'ailleurs, c'est très dangereux de penser que la Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce que, à ce moment-là, le Père devient la force dominante, l'Esprit devient le grand guide, et le Fils devient le rapporteur de ces énergies-là sur le plan matériel. À ce moment-là, toi, en tant qu'être, tu n'as aucune divinité, autrement dit, tu n'as aucun absolu. C'est le Fils conceptuel qui l'a. Ça, c'est le danger des religions. Fait que l'homme, lui, c'est qui? Il n'existe pas. La seule chose qui existe, qui est importante, c'est le Christ. Tu comprends? Fait que c'est la même chose au niveau de l'esprit. Toi, au niveau de l'esprit, tu n'existes pas, parce que l'esprit, c'est fait que toi, tu restes là avec ta petite intelligence de merde. Puis au niveau du Père, c'est la même chose. Toi, tu as le Père qui domine. Fait que si le Père domine, toi, tu n'as pas de volonté à changer ton état. Fait que ça a été le problème du concept théologique chrétien, le modèle chrétien du théologique du Père, du Fils puis du Saint-Esprit. Moi, je suis obligé de le renverser. Ça, le Père, le Fils puis le Saint-Esprit. Fait que si c'était le Père, le Fils, le Saint-Esprit, moi, je vais appeler ça le principe luciférien. Le Fils, c'est moi en tant que mortel inconscient, puis l'Esprit, c'est moi en tant qu'intelligence réflective. Si le triangle doit être transmuté, autrement dit, passer de l'involution à l'évolution, le Père en tant que principe luciférien de domination est éliminé, et c'est l'homme, autrement dit, l'homme cosmique, l'homme systémique, qui est la force dominante de la conscience multidimensionnelle, ce qu'on appelle le double.
Et à ce moment-là, ce double-là, qui fait partie de ta réalité, il est en relation harmonique avec le Fils qui est tué, mais un mortel éveillé. Le mortel éveillé, c'est l'homme conscient. Et ça remplace, à ce moment-là, le besoin d'avoir un amour purement spirituel sur la terre. T'en arrives à avoir un amour universel qui fait partie du lien conjoint entre le Père, autrement dit, toi en tant que force qui contrôle ta propre évolution, et le Fils, qui est ton intelligence universelle, ajustée à un taux vibratoire suffisamment avancé pour que tu aies conscience précognitive. Donc, voilà. C'est pour ça que j'aime pas la connaissance, parce que la connaissance, c'est une accumulation de formes qui permet à l'ego réfléchi d'aller chercher un petit peu d'une impression de savoir, alors que l'homme doit purement savoir. Et quand l'homme va savoir, l'homme va à ce moment-là être maître des magnitudes. Quand l'homme sera maître des magnitudes, il ne se fait plus emplir le cerveau par des concepts de Père, le Fils et l'Esprit qui fait partie de la théologie chrétienne. Mais il faut que l'homme crée des magnitudes. Fait que si vous me demandez, elle est où, elle se situe comment, ou elle se situera comment la liberté de l'homme individué, je pourrais dire que l'homme individué sera complètement maître des magnitudes. Autant sur le plan matériel, tant qu'il sera incorporé dans une enveloppe physique, puis tant qu'il sortira de son corps, parce qu'il a fini sa vie sur la Terre, puis on sera en conscience morontielle, là, il sera réellement maître des magnitudes. Il faut que l'homme, un jour, devienne maître des magnitudes. C'est pour ça que les mathématiques sur la Terre sont très importantes. Parce que dans la dynamique architecturale du monde des mathématiques, c'est le seul plan où l'homme est capable de réellement créer ses propres magnitudes. C'est pour ça que dans mon esprit, les mathématiciens sur la Terre sont les hommes les plus évolués. Ils ne sont pas nécessairement les plus évolués en conscience, mais sont les plus évolués dans le sens qu'ils sont capables de créer des magnitudes. Un mathématicien, c'est plus évolué qu'un philosophe, parce qu'il est capable de créer des magnitudes. Je parle d'un mathématicien inconscient. Puis un philosophe inconscient, c'est plus évolué un mathématicien inconscient qu'un philosophe parce qu'il est capable de créer des magnitudes. Parce que le philosophe, lui, il n'est pas capable de créer de magnitudes. Il va créer des concepts extrêmement sophistiqués, mais il ne peut pas créer de magnitude, parce qu'une magnitude, ça ne peut jamais être une illusion. Ça peut être simplement une limite mécanique à la compréhension technique de l'universel. Tandis qu'un concept philosophique, ça peut être une grande illusion. Fait que le concept d'infinité, c'est une magnitude mécanique utilisée par les mathématiciens et ça sert. Ça a une fonctionnalité mécanique utile. C'est pas une illusion, le concept d'infinité. Dans la façon dont on l'utilise ou dans le cadre extrêmement simplifié des équations, ça a une limite. Mais dans la dynamique architecturale des mathématiques, l'infinité, ça n'a pas de limite parce qu'éventuellement, ça opérationnalise la relation entre la finitude, puis ce qu'on appelle l'absolu, suffisamment pour qu'on ait une idée de qu'est-ce que c'est la valeur de zéro. Donc, c'est intéressant. Le temps ne l'effacera pas. Pardon? Le temps ne l'effacera pas. Le temps ne l'effacera pas parce que c'est utile. Tu regardes des mathématiques à partir des hindous, 2-3 000 ans avant le Christ, jusqu'à aujourd'hui, ça s'est perfectionné. Tu regardes le monde des mathématiques a développé, s'est accéléré, s'est consolidé. Tu regardes le monde des philosophies, ça a dégradé. La seule chose, c'est le contraire. C'est pour ça qu'un mathématicien, pour moi, là, les mathématiciens sont les hommes les plus évolués sur la Terre. Pas en termes de conscience, mais en termes de capacité de créer des magnitudes. Oui? Tantôt, on parlait des gens différents. Aujourd'hui, on entend parler de tous les enfants individus. Les enfants quoi? Les enfants individus.
les enfants indigo, les enfants Teflon. On crée toutes sortes de concepts pour ajuster notre perspective psychologique par rapport à une nouvelle étape dans l'évolution psychologique des masses qui viennent là. Mais de l'inconscience indigo, d'inconscience Teflon, c'est de l'inconscient. Si t'es inconscient Teflon, si t'es inconscient indigo, t'es inconscient pareil. C'est très astralisé, puis... Mais c'est nous qui l'astralisons, c'est pas les enfants. Non, c'est pas les enfants, non, c'est nous autres, définitivement que c'est nous autres. Définitif, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Moi, je suis assez tanné des modes, là, puis des... Moi, j'ai hâte de mourir. Mon esprit est fatigué. Mais il n'y a pas un danger hein, pour ces enfants-là qui sont... Effectivement, il y en a un. Ah oui, il y en a un, parce que souvent, on ne sait pas comment il est avec. Mais comment on... Moi, j'ai un de mes chums dans le Nord, un de mes chums, c'est une personne que je connais. Bon, il y a un petit gars, là, qui est un introverti. Il aime bien son petit gars, mais son petit gars, c'est pas un cadeau, tu sais. Bon, toutes sortes de raisons familiales, pis tout. Fait que, là, j'ai commencé à le prendre en main, l'aider le pain, parce que j'aime bien le pain. Puis le petit gars, ben, je peux l'aider. Fait que, là, j'ai commencé à le mettre en contact avec un jeu d'échecs. Parce qu'il était intuitif, puis il est vite, puis il est introverti. Fait qu'il a toutes les qualités pour être bon aux échecs. Puis depuis que j'ai commencé à jouer aux échecs avec lui, il est plus introverti, il parle, puis la machine à marche. Pourquoi? Parce que son esprit, qui est intelligent, il est tout poigné là, dans toute une mémoire familiale. Finalement, son esprit commence à réaliser, en relation avec un adulte qui a une certaine intelligence, qu'il est intelligent lui aussi. Là, il s'ouvre, il est en train de s'ouvrir. Pop, 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 pop. Puis, je joue aux échecs avec, là, je me laisse battre. Ah, ben là. Parce que c'est important que je sois assez intelligent pour me laisser battre. Fait que je me laisse battre par lui, là, puis j'ai dit à son père, j'ai dit, comment ça fait que je m'ai fait battre par lui? Là, je fais mon niaiseux, tu sais. J'ai dit, comment ça fait que je m'ai fait battre par lui? J'ai dit, je suis pas trop content de ça, là. Fait que le petit est content, là. Fait que quand je suis arrivé au magasin, une fois, là, j'ai fait comme si je le regardais même pas. J'étais allé m'asseoir, j'ai fait mes affaires. Puis le petit, il venait voir, il dit, on joue-tu aux échecs? Oh, puis j'ai dit non, parce que j'ai perdu le fois, là, puis j'ai dit. Il dit, ah ouais, donc. J'ai dit, OK. Fait que là, j'ai joué aux échecs. Mais là, je voulais pas continuer à perdre, parce que je voulais pas qu'il prenne trop de torque. Puis je voulais pas le battre non plus, parce que je voulais pas empêcher mon travail. Fait que j'ai décidé qu'à un certain point dans la game, j'en mal au ventre, j'étais plus capable de jouer. Fait que comme ça, on était équilibrés tous les deux. T'sais. Fait que c'est tout des. Tu peux faire des choses avec des enfants, mais ça prend la psychologie. Si t'as pas de psychologie, t'es fait. C'est pas encore des magnitudes? C'est quoi? Des magnitudes? Des magnitudes. Ah, tu vas me faire travailler, là. Les magnitudes, c'est des mesures de grandeur qui s'appliquent à c'est des mesures de grandeur qui s'appliquent à des concepts que tu peux créer pour altérer ta relation avec le grand questionnement fondamental de l'ego par rapport à l'univers. Je n'étais pas supposé de parler de ça en soi. Mais j'aime ça un petit peu sortir des terrains battus avec vous autres pour aller un petit peu plus loin, à côté. C'est le fun. Vous êtes une bonne audience. C'est le fun. Mais je suis fatigué, hein. Avez-vous des questions? Okay. Je fais la lecture. Ils disent que c'est très important pour l'homme dans la construction du pont entre lui et l'universel de toujours prendre conscience, petit à petit, plus à plus, de toujours prendre conscience, de toujours réaliser qu'il est intelligent. Vous ne devez pas mettre en doute votre intelligence. Que votre intelligence soit pas parfaite, qu'elle soit pas parfaitement perfectionnée,
que vous ne soyez pas dans un mode de précognition, que soyez dans un gros mode de réflexion, c'est normal. Mais si vous mettez en doute votre intelligence, vous allez vous astraliser négativement et au lieu de vous mettre des standards de perception, vous allez éliminer ça, puis automatiquement, vous allez affaiblir votre intuition. Des fois, vous allez avoir une intuition de quelque chose. Elle n'est pas parfaite, mais elle est là. Après ça, une autre intuition, pas parfaite, mais elle est là. Vous seriez surpris de savoir ce que vous savez. C'est votre ego qui le rejette. Puis l'ego va le rejeter parce que d'autres égos le rejettent, et ainsi de suite. Vous devez toujours être capable d'accepter que vous êtes intelligent. J'ai pas dit que vous devez toujours penser que vous êtes intelligent. Il y a une grosse différence. Mais vous devez accepter que vous l'êtes. Ça, c'est intéressant. C'est quoi la différence entre penser qu'on est intelligent puis accepter qu'on l'est? Quand vous pensez que vous êtes intelligent, vous êtes dans une réflexion puis vous vous donnez une magnitude de grandeur. Ça peut être très, très illusoire parce que vous êtes encore en réflexion. Mais si vous avez une intuition, autrement dit, si vous sentez quelque chose, vous devez être capable sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, de l'absorber, l'accepter, le prendre. Parce que ça, c'est comme si le plan mental, qui fait partie de votre conscience, essaye de tester votre capacité mortelle d'absorber des plus grandes magnitudes. Ils vont essayer de l'autre bord de vous envoyer des vibrations, des pensées qui sont pas normales, qui sont un petit peu plus décousues de la normalité, pour voir si, en tant qu'homme, vous êtes capable d'absorber un petit peu plus de votre propre lumière. Si vous vous rechignez devant votre intelligence ou votre intuition, parce que le monde ne pense pas comme ça, parce que vous êtes seul, for whatever reason, à ce moment-là, vous allez diminuer votre capacité intuitive. Puis, ultimement, si vous diminuez votre capacité intuitive, vous allez éventuellement bloquer votre capacité télépathique. Oui. La télépathie, vous parlez, c'est à double sens, c'est pas à sens unique. Des fois, juste d'en haut vers Les deux bords. les deux bords. C'est comme du wireless. Wireless. Tu parles à quelqu'un sur wireless, ça fait les deux bords. Même chose. C'est du wireless. Même chose. Même quand on n'est pas content, on en fait. Ah, vous en faites tout le temps. Ah, tout le temps. Mais vous ne réalisez pas, fait que vous en faites pas. Tu sais qu'on transforme facilement les événements en fonction, les événements, les expériences en fonction de nos actions. Les autres ils disent, vous vulgarisez votre intelligence. Vous la vulgarisez. Mais vous la vulgarisez. Vous la rendez vulgaire, basse. C'est comme si vous ne l'acceptez pas comment il y a tout type de mécanismes astro-psychologiques de l'ego qui font en sorte que ça vous empêche de la recevoir comme elle est. Par exemple, vous pouvez recevoir des informations ou des pensées, vous dites, ah, ben non, c'est pas possible, ça. Ou j'ai pas pensé ça. C'est ça le chose. Il y a des mécanismes concrets. Oui, monsieur. Suivre nos intuitions, donc, c'est suivre notre lumière. Là. Dans la mesure où vous ne vous laissez pas astraliser. Parce que si vous laissez astraliser, ben à ce moment-là, votre intuition, elle peut vous mener dans l'autre côté. Mais si vous ne laissez pas astraliser, si c'est intelligent, créatif, whatever, c'est aussi de ces principes universels-là. Il faut toujours revenir au principe d'intelligence, amour, volonté. Comment ça? Oui? Est-ce qu'il y a un délai entre, disons, une situation, quelque chose qui peut nous affecter, puis le temps que l'ego ne s'aperçoive que ça ne plaît pas? Recommencez-moi ça, là. Est-ce qu'il y a un délai entre le temps où, bon, il y a un événement qui m'affecte, puis là, ben, moi, ça ne me dérange pas tellement, mais c'est l'ego qui avait embarqué, là, mais il y a un temps pour le bloquer, ou genre, tu sais, ça me plaît, même si ça ne me plairait pas dans un autre moment, ou aujourd'hui, ça me plaît?
Il dit, l'ego peut jouer tout le game, mais il se fait toujours pogner. Qui te fait poigner les goûts? Toujours. Comment ça s'empare? Avec le temps, on le voit. On le voit qu'on s'est fait prendre, on le voit qu'on s'est fait pogner, on le voit qu'on s'est fait astraliser. Ils disent que c'est pour ça que c'est très, très important qu'on accède, qu'on développe des concepts. Je ne sais pas, l'homme va certainement développer des concepts au fur et à mesure où il va développer une psychologie évolutionnaire. Mais le concept de l'astralisation de la conscience, ça est un concept important. Parce que l'astralisation de la conscience, ça veut dire que la conscience humaine est assujettie à des pulsions de l'âme. Et ces pulsions de l'âme-là font en sorte que la pensée demeure très réflexive. Donc, le concept d'astralisation, l'astralisation de la conscience humaine, c'est un concept ça, qui fait partie de l'architecture de la psychologie évolutionnaire. L'homme utilisera ça là, comme on utilise aujourd'hui le concept du subconscient en psychologie. C'est un concept bien, bien important, ça, le concept d'astralisation de la conscience humaine. Parce qu'on est obligé de se créer des concepts pour avoir un petit peu l'idée de la mécanique relationnelle entre l'ego puis d'autres dimensions comme la mémoire, la vaste mémoire, ou même des entités astrales qui peuvent nous affecter. Donc ça, c'est un concept important. Ça va faire partie du vocabulaire de l'homme, ça. Trop chercher à comprendre, ça peut devenir un piège. Trop chercher à comprendre? Trop chercher à comprendre, c'est une perte de temps. Vous allez vous fatiguer, vous allez... Parce que c'est de l'intellect, c'est encore de la réflexion. C'est pour ça qu'ils disent tout le temps, il n'y a rien à comprendre. On a tout à savoir, mais rien à comprendre. Moi, je ne comprends rien. Je peux expliquer tout, mais je ne comprends rien. Pourquoi? Parce que je ne réfléchis pas. Je n'ai pas besoin de comprendre, je suis bien. Mais si vous me posez une question, on va répondre. Ça finit plus, on veut comprendre ci, puis on veut comprendre ça. Puis là, ça devient le phénomène de Saint-Thomas d'Aquin avec le petit gars sur le bord de la mer là, qui veut remplir l'océan dans son dé. Avec son dé, son petit dé d'eau, son petit verre. Une autre lecture. Ils disent que l'homme va comprendre que son ego va se rassurer qui c'est. Il va venir à un point, là, dans son évolution, que l'ego va être certain, il va avoir la certitude de savoir. Puis ça, c'est un état qui est très relaxant pour l'homme, de savoir que tu sais, de savoir que tu peux savoir. C'est bien relaxant. Parce que quand tu commences à savoir que tu sais, bien là, tu peux commencer à explorer ci, puis à explorer ça. Tu peux commencer à te regarder toi-même, tu peux commencer à regarder les autres, tu peux commencer à regarder les vies, tu peux rentrer dans une communion télépathique avec le plan. Il y a bien des choses que tu peux faire. Fait que tu n'es plus tout seul, là. Ah non? Automatiquement. Là, tu es libéré du doute. Pour moi, c'est le grand affranchissement de l'homme sur la terre, c'est libéré du doute. L'homo sapiens a les deux pieds dans le doute. L'homme conscient, conscience supplémentaire. Puis ça, on ça, psychologie évolutionnaire. D'ailleurs, c'est ça la définition de l'homme conscient. Le doute n'existe plus. Quand il n'y a plus de doute, tu peux créer des magnitudes aussi longtemps que tu veux. Ça, c'est comme un char. Aujourd'hui, on se promène d'une Volkswagen, puis un jour, l'homme pourra conduire la Ferrari à toute vitesse, sans avoir peur de rentrer dans le mur. Il faut qu'il apprenne à conduire. Pour savoir qu'on n'a plus de doute, faut le faire. Ah, ben vous allez l'être. C'est sûr qu'il va vous mettre il va tout faire, selon ce que vous êtes, là. Si vous êtes très spirituel, ils vont vous tester. Si vous êtes très religieux, ils vont vous tester. Si vous êtes agnostique, ils vont vous tester. Si vous avez un grand orgueil spirituel, ben, ils vont vous tester. Ils vont dire, ben non, Montréal, c'était un con, c'était un malade, c'était un charlatan. Ils vont vous tester.
Ils peuvent se servir de moi pour vous tester. Tu sais. Mais dans le fond, je suis bien plus fin que j'ai l'air. Je suis pas si pire que ça. Question? Quand vous dites ils vont nous tester, qu'est-ce qui va nous sauver de ça? C'est plus comme Vous ne pouvez pas vous sauver de ça. l'amour, la volonté. Vous ne pouvez pas vous sauver de ça, ça fait partie de votre évolution. Parce qu'on est réflexif, parce qu'on va Parce que vous avez une réflexion, c'est ça. C'est ça. Mais quand vous dites que ce qui est important, c'est l'intelligence, l'amour, la volonté, c'est tout ça qui globalise qu'est-ce qui va nous permettre de continuer? Ou... L'intelligence, l'amour et la volonté, c'est le résultat d'un développement. Autrement dit, c'est comme je disais, la petite intelligence, puis la petite volonté, puis le petit amour, ça va devenir une grande intelligence, une grande volonté, puis un grand amour. C'est un développement. Ça fait partie de l'évolution de la conscience. Il doit y avoir beaucoup de gens qui vont pas souffrir. Tu ne peux pas te conscientiser et pas souffrir. En tout cas, j'en connais pas, moi. Tu peux pas, tu peux pas aller aux Olympiades sans souffrir. Faut que tu souffres. Courir vite. C'est la même chose, au niveau de l'autre. Si vous ne souffrez pas, là, dans un processus de transformation, c'est parce que vous êtes en évolution spirituelle, puis à ce moment-là, ben, vous faites partie de ce que j'appelle des groupes planétaires, comme des religions ou des sectes spirituels. Puis un jour, vous allez devenir gaga. Parce que quand tu es spirituel, un jour, tu deviens gaga. Gaga, ça veut dire que... Ça veut dire quoi, gaga? Il dit, ça veut dire gaga. Tout le monde il est fait, tout le monde il est gentil, tout ça. On va dire ça à Osama Ben Laden. Oui. Comment, dans la conquête de ton esprit, on peut dire qu'ils vont se servir de moi? Si vous avez conquis votre esprit, ils ne peuvent pas se servir de vous. Ouais, ben, vous n'avez pas conquis encore. Vous n'avez pas conquis encore. Là, on est dans un processus de conquête. Fait qu'en attendant, vous allez vous faire conquérir. Que vous soyez inconscient, l'homme se fait conquérir. Quand il devient conscient, la seule chose, la seule différence, c'est qu'il sait. C'est ça être conscient, tu sais. T'avoues la game. T'avoues comment c'était manipulé dans tes émotions, tout ça. Oui, c'est évident, c'est clair et net. On en vient même à être fâché. Tant que... Tu vois le film, mais c'est pas l'auteur du scénario. C'est ça. Tu vois le film, n'est pas l'auteur du scénario. Ils sont bons. Je me dis... Oui, des fois dans la nuit, je vois ces plans, puis des fois, je passe à travers le plan astral. C'est incroyable ce qu'ils peuvent faire, là. Puis pendant que je suis là, je le dis, Sting, vous êtes réellement des malades. Il dit, ouais, on est bon. Il dit, affaire qui se tiennent pas de bout, là, tu sais, ça se tient pas de bout. Puis jamais, je perdrai jamais une minute pour essayer de le comprendre, tu sais. Mais je vais le dire, vous êtes réellement des malades. Il dit, ouais, on est très bon. J'ai dit, c'est une vraie manufacture de rêves. Il dit, c'est ça, on manufacture des rêves. Fait que c'est là du subconscient de Freud, ça. Oui. Quelqu'un qui rêve pas ou qui se souvient pas de ses rêves, c'est quoi? Vous êtes bien? Regardez-vous pas. S'ils veulent que vous vous en souvenez, ils vont l'imprimer dans le corps éthérique, vous allez vous réveiller le matin, puis... Parce qu'il y a bien des choses au niveau du rêve, hein. Parce que moi, souvent, le rêve, pour moi, va être utilisé le matin quand je risque de m'étouffer. Parce que j'ai trop de muqueuse. Si j'ai trop de muqueuse, là, il y a un rêve, là, il y a de la surexcitation, là, je me réveille, puis là, je m'aperçois que j'ai de la misère à respirer. Fait que le rêve sert pas simplement
à nous donner de l'information psychologique. Le rêve aussi sert à une fonctionnalité biologique pour souvent nous empêcher de mourir dans la nuit. Tu sais? Fait que, si vous rêvez pas, tant mieux. Couche, tu dors comme un bébé. Fait que vous devez être un bébé de 60 quelques années. OK. Bye bye. Merci.